6 janvier 1943. Les artilleurs alliés se mirent soudain à abattre des avions ennemis comme s'ils avaient des super-pouvoirs. Les pilotes allemands et japonais ne comprenaient pas ce qui avait changé. Les mêmes canons, les mêmes navires. Mais maintenant, les obus explosaient au moment exact, à chaque fois. Ce que les Alliés avaient développé était si secret qu'ils le gardaient aussi jalousement que la bombe atomique. Après la Première Guerre mondiale, où l'artillerie causa jusqu'à 75% de toutes les pertes, tout le monde savait que l'artillerie régnait sur le champ de bataille. Mais il y avait un énorme problème avec la précision des premières pièces. Une mission de tir typique se passait ainsi. Quelqu'un donnait des coordonnées approximatives. Les équipes faisaient les calculs à la main, avec des cartes papier et des règles. Elles tiraient une salve d'essai. Elles attendaient qu'un observateur avancé dise par radio où les obus étaient tombés. Puis elles corrigeaient et tiraient encore. C'était lent, inefficace, et cela gaspillait des quantités énormes de munitions. Le vrai défi, c'était les canons anti-aériens. Ils utilisaient des fusées à temps mécanique, réglées pour exploser après un délai précis depuis le tir. C'était utile, car avec les premiers radars, toucher réellement un petit chasseur rapide ou un bombardier à haute altitude était presque impossible. Alors on réglait les obus pour exploser à une altitude précise, près des avions ennemis, en projetant des milliers d'éclats sur un large rayon. Ces bouffées noires qu'on voit dans les vieilles images, c'est de la DCA à fusée chronométrée. Les canons de DCA allemands ont abattu des nombres effroyables d'appareils alliés. Mais voici le plus fou. Pour chaque avion abattu, il tirait en moyenne 3000 obus. 3000 coups par appareil abattu. Le problème, c'était qu'une erreur d'une fraction de seconde faisait exploser l'obus trop haut ou trop tard. Trouver ce point idéal n'était pas praticable au combat. Au début, les Alliés utilisaient une technologie similaire. Mais tout a changé quand les États-Unis et la Grande-Bretagne se sont engagés dans des batailles navales contre les Japonais dans le Pacifique. Les porte-avions étaient au centre des combats, avec des bombardiers en piqué et des bombardiers torpilleurs. La défense anti-aérienne des navires est devenue absolument cruciale. Une bombe bien placée, une torpille ou un avion kamikaze, et un navire de guerre entier pouvait couler. Les Américains ont commencé à monter un nombre ahurissant de canons sur leurs navires. Les cuirassés de la classe Iowa emportaient jusqu'à 20 affûts, quadruples de 40 mm, plus des dizaines d'autres canons. Le poids de munitions qu'un seul navire projetait en 1 minute atteignait plusieurs tonnes. Pourtant, des avions japonais pouvaient encore se faufiler à travers cet incroyable nuage de feu, en volant de façon imprévisible et en changeant sans cesse d'altitude. L'idée de la fusée de proximité a commencé en Grande-Bretagne au début de la guerre. Ils ont tenté de placer un minuscule capteur dans le nez d'un obus. Ils devaient le faire exploser automatiquement à la bonne distance quand il s'approchait d'une cible. Aucun calcul nécessaire. Des ingénieurs britanniques ont esquissé des schémas de circuits radiofonctionnels en 1940 et ils les ont transmis aux États-Unis. Quand les ingénieurs américains l'ont découverte, ils ont traité l'idée comme de l'or top secret. Le concept fonctionnait, mais le faire marcher à l'intérieur d'un obus était le vrai défi. Un tir d'artillerie produisait 20 000 grammes d'accélération. À l'intérieur de la fusée, la technologie était délicate. Un minuscule émetteur radio, un récepteur, un détecteur, un amplificateur, un tube de déclenchement, plus une source d'énergie et des sécurités mécaniques. Le tout dans quelques pouces d'espace. Le tir détruirait un dispositif aussi sensible. Ils ont noyé tout l'ensemble électronique dans de la résine pour maintenir les pièces en place pendant un vol violent. Ils ont utilisé une minuscule ampoule en verre scellé, contenant l'électrolyte de la batterie. Après le tir, la force brisait l'ampoule. Elle activait la batterie. Et elle alimentait le radar miniature
pendant le court temps de vol. Quand l'obus s'approchait d'un avion ennemi, le signal radar changeait. Il déclenchait le détonateur à une distance précise. Les premières versions explosaient, même près des oiseaux de mer. Beaucoup d'oiseaux malchanceux ont été soufflés. Ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. À force d'essais et d'erreurs pénibles, ils ont réussi. À la mi-1942, les essais ont montré des taux d'abattage supérieurs de plus de 50% à ceux des obus à fusée à temps. On l'a appelé Variable Time, VT, pour cacher sa vraie fonction. La fusée avait une valeur immense, au même rang que les armes atomiques. Au début, on ne l'utilisait qu'au-dessus de l'eau. Ainsi, si un obus n'explosait pas, l'ennemi ne pouvait pas le récupérer. Le croiseur de l'US Navy USS Helena, le 6 janvier 1943, fut le premier à tirer des obus à fusée de proximité en combat. Il a signé la première destruction d'un bombardier japonais. Quand les navires ont reçu les nouveaux obus, leur efficacité a bondi du jour au lendemain. D'un coup, on estimait les canons 50 fois plus efficaces. Le nombre moyen d'obus tirés par appareil abattu est passé de plusieurs milliers à environ 150 coups. Les Britanniques ont signalé jusqu'à 80% d'augmentation des coups au but contre les avions allemands. Cette règle contre le risque de capture a tenu jusqu'à la fin de 1944. Les fusées de proximité ont enfin été autorisées pour l'emploi au sol. Elles sont arrivées juste à temps pour la bataille des Ardennes. Environ 200 000 obus à fusée VT ont été livrés aux unités d'artillerie sous code secret. Ce qu'ils ont fait contre l'infanterie a été terrifiant. Chaque obus explosait précisément au-dessus du sol, au-dessus des troupes à découvert. Ils ont massacré l'infanterie allemande qui croyait que le brouillard épais la protégeait. Même les tranchées sans couverture au-dessus ne pouvaient pas les sauver. Les obus explosaient au-dessus de leur tête. Des rapports allemands ont atteint le haut commandement. Ils expliquaient, sous le choc, comment l'artillerie alliée était soudain devenue incroyablement plus meurtrière. À la fin de la guerre, ils ont produit environ 22 millions de fusées VT. Les services de renseignement de l'Axe étaient alarmés, mais n'ont jamais réussi à produire une technologie équivalente. Ce minuscule dispositif a changé la guerre navale. Il a dévasté les troupes au sol. Et il a donné aux Alliés un avantage technologique. Un avantage qui leur a fait gagner des batailles et a sauvé d'innombrables vies alliées.